La résolution des différends en matière de fiscalité internationale. Alors, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir à ce stade, donc partie 1, partie 2, et là, on passe à la partie 3, la résolution des différends en matière de fiscalité internationale. Alors, ici, toujours, c'est la dernière partie de notre cours, on va être un peu plus rapide que d'habitude, on va voir dans un chapitre 1 la résolution des différends dans les conventions fiscales internationales, puis on verra le règlement des différends en droit de l'Union européenne, mais on va commencer avant ça par une introduction un peu générale pour comprendre de quoi on parle ici, c'est quoi les enjeux et tous les corollaires de cette notion de résolution des différends. Alors, d'abord ici, ce qu'il faut se mettre en tête, je pense, c'est que des différends peuvent émerger en cas d'interprétation des conventions fiscales internationales. Donc, lorsque deux États ont des interprétations différentes d'une convention, sans que l'une soit nécessairement meilleure que l'autre, sans que l'une soit correcte, sans que l'une soit incorrecte, il y a un problème. Lorsque surtout aucune juridiction n'est en mesure de résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, la convention dit ça. Pour toi, la convention dit ça. Personne pour trancher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ici, on passe donc, vous l'aurez compris, par la résolution des différends euh, de façon par une procédure amiable et par une procédure d'arbitrage. Mais donc ici, on distingue vraiment deux idées. On a un conflit de qualification qui peut émerger. Donc lorsqu'une définition est appliquée différemment par deux États en raison de spécificité de leur droit interne, dans ce cas-là, l'OCDE recommande que l'État de résidence s'aligne sur l'État de source des revenus. Et en cas de conflit d'interprétation, a priori, il n'y a pas vraiment de règle de priorité. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour l'introduction. Concernant le chapitre 1, on va passer à ça. Donc, la résolution des différends dans les conventions fiscales internationales par la procédure amiable dans une première section. Alors, il y a deux grandes idées ici qu'on va apporter. Quelques précisions sur les conditions de saisine des autorités nationales par le contribuable. Et puis, on verra l'objet de ces procédures amiables. Donc d'abord, alors c'est l'article 25 du modèle OCDE qui prévoit la procédure amiable. Et donc la procédure, dans la procédure diplomatique, dans cette procédure amiable, le contribuable n'est pas directement partie. Donc l'objectif de ces procédures, c'est d'éliminer les doubles impositions et de lutter contre la fraude fiscale. Donc le contribuable ici, dans ce cas-là, doit démontrer l'existence d'une double imposition. Donc il y a une possibilité pour les autorités nationales de refuser la demande si le contribuable a fait l'objet de pénalités graves et définitives et si, in fine, il n'arrive pas à démontrer qu'il y a une double imposition. Maintenant, concernant l'objet de la procédure amiable, c'est l'article 25.3 de la Convention du modèle OCDE qui nous dit que la procédure amiable peut porter sur toutes les difficultés ou doutes liés à l'application de la Convention fiscale. Cela signifie que la procédure amiable est limitée aux questions liées à l'application de la Convention fiscale. Donc ici, c'est assez logique. L'objet de ces procédures amiables, c'est ce qui est prévu dans les conventions. Donc les autorités nationales peuvent se concerter pour éliminer la double imposition dans les cas non prévus dans la Convention. Toujours ici, c'est une obligation de moyens. On pousse les États à la négociation, on pousse les États à essayer d'éliminer par une procédure amiable les différends qui peuvent émerger dans l'interprétation de ces conventions. Donc, on a vu la procédure amiable et maintenant on va voir la procédure conventionnelle d'arbitrage et notamment les règles qui entourent justement la mise en place de cette procédure. Alors, l'article 25, paragraphe 5 de la Convention du modèle CDE nous dit que si dans un délai de 2 ans, la procédure amiable n'aboutit pas à une solution, les États doivent recourir à l'arbitrage. Donc, c'est dans cette hypothèse-là qu'on passe à l'arbitrage. Qui seront les arbitres? Alors, en principe, les États sont libres de décider des modalités de l'arbitrage, mais généralement, ce qu'on retient, c'est que chaque administration fiscale désigne un membre et les deux membres qui ont été désignés choisissent ensemble un troisième. Donc c'est un peu ça l'idée. Ils doivent être impartiaux et indépendants des administrations fiscales concernées, bien entendu. Quelle méthode d'arbitrage sera utilisée? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les États craignent l'émergence d'une juridiction contraignante. Donc, c'est pourquoi peu d'États choisissent l'arbitrage en pratique, parce qu'on a peur qu'une jurisprudence, en donnant trop d'importance aux décisions rendues par ces arbitres indépendants, une nouvelle jurisprudence, un nouveau précédent naisse et joue en matière de fiscalité internationale. Et donc pour éviter ça, la méthode la plus courante, c'est celle de la méthode baseball, c'est-à-dire que chaque partie propose une solution à l'arbitre qui ne fait que trancher
sans fournir de justification écrite pour éviter l'apparition d'une jurisprudence contraignante. On voit bien l'idée d'ici de ne pas mettre de justification et de ne pas donner trop de fondements, histoire que on ne se réfère pas à ce précédent en matière de jurisprudence de fiscalité internationale. Donc, quel est le statut de la décision rendue? Donc, la décision n'est contraignante que si le contribuable l'accepte. Donc, l'accord peut être explicite ou implicite et l'instrument multilatéral prévoit que si les États ne sont pas satisfaits de la décision arbitrale, ils peuvent trouver une solution alternative pour éliminer la double imposition. Et donc on voit bien, et ça illustre bien ici tout l'enjeu et toutes les problématiques qui peuvent émerger de ces procédures amiables qui ne sont pas régies à proprement parler, mais qui sont plus laissées à la libre appréciation des États. On laisse beaucoup de place à la libre appréciation des États et des arbitres indépendants. C'est que les effets de celles-ci sont plus limités que des décisions dites plus classiques rendues par des juridictions plus classiques à ce niveau-là. Donc voilà, alors on peut parler rapidement du cas spécifique de l'arbitrage devant la CJUE. Donc c'est l'article 273 du TFUE qui attribue à la CJUE la compétence pour statuer sur les différends entre États membres sous deux conditions. Donc le différend doit être en lien avec l'objet des traités et doit être soumis à la CJUE par un compromis, c'est-à-dire une convention entre les parties pour soumettre le différend à un arbitre et non à un juge. Donc c'est un peu ça les conditions pour saisir la CJUE en la matière. On peut noter dans un chapitre 2, qui est le dernier chapitre de ce cours, les règlements différents en droit de l'UE, et notamment qu'il y a une convention européenne d'arbitrage, donc c'est la convention relative à l'élimination des doubles positions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. Donc ça concerne les prix de transfert, qui a été signée le 23 juillet en 90, après un échec de directive unanime. Donc, c'est une convention qui concerne ici exclusivement les différends liés au prix transfert. Elle est indépendante des conventions fiscales bilatérales et peut être mise en œuvre même sans convention fiscale. Voilà. Donc, enfin, il y a la directive du 10 octobre 2017 qui est aussi un instrument en matière de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne. Voilà tout ce que je vais à dire concernant cette partie 3 sur la résolution des différentes matières de fiscalité internationale. Plus globalement, tout ce que j'avais à dire sur ce cours de droit fiscal international qui a été donné par Madame Paulina Koraleva-Casals, directrice du master de droit des affaires, parcours juriste d'affaires fiscaliste à Paris Cité. J'ai pas beaucoup de choses de plus à dire que ça, si ce n'est que c'est un cours quand même assez intéressant, qui peut être un peu lourd par moment. Je pense que la partie 3 est plus légère, mais que on l'a vu, l'introduction et la partie 1 sont un peu plus poussées. On insiste vraiment sur les gros principes avec l'effet l'arrêt Schneider électrique par exemple. On a passé pas mal de temps dessus. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des retours, si vous avez des critiques, encore une fois, moi je suis pas prof. Donc si vous avez des retours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça aidera des gens qui découvrent un peu le cours et même moi à se rectifier et à bien bien saisir la matière. Voilà, à très vite. Ciao.